je présente l'université d'où je viens, donc l'université des sciences appliquées de Suisse occidentale, la partie ouest de la Suisse. Il y a 7 universités appliquées, de sciences appliquées, dont une du côté français, donc la partie bleue que vous voyez sur ce transparent. Il y a une autre dans le côté italien de la Suisse, et puis il y a 5 dans le côté, je dirais, germanophone ou alémanique. L'objectif principal ou la mission principale de ces universités, c'est qu'ils produisent des ingénieurs qui sont opérationnels le premier jour du recrutement. Donc on doit être très proche des besoins et des questions et des problèmes qui sont posés par l'industrie et par l'économie. Ça, c'est vraiment une mission. Et alors pourquoi je vous parle de tout ça? J'épargne les détails. Ça, c'est l'école là où je travaille, donc la haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture, avec ces 4 couleurs qui sont ces 4 départements. Et encore une fois, on est très proche de l'industrie. Tous les plans d'études sont faits avec l'industrie et tous les projets de recherche sont aussi faits avec l'industrie. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'un de ces projets de recherche très appliqués dans le domaine du cloud, et vous allez comprendre pourquoi on parle de cloud dans ce projet-là qui s'appelle Cloud-Based Design Support System for Urban Numeric Data. Alors, c'est quoi le... Avant de parler un peu de l'objectif du projet, j'explique un peu son contexte. C'est ce qu'on appelle un projet de recherche type CTI. Alors, c'est quoi ces CTI? Ce sont des projets qui sont financés par la Confédération suisse pour l'université, mais aussi par l'industriel. C'est très important. Donc nous sommes en train de résoudre un problème concret. Dans ce projet-là, voici les partenaires. La première ligne, c'est un partenaire industriel qui a un problème. Il a un marché, il veut vendre quelque chose, mais il n'a pas les compétences techniques. C'est une entreprise. La deuxième ligne, c'est donc l'université, lui qui a la compétence, qui a la connaissance, qui a le savoir-faire, qui va mettre ce savoir-faire-là à disposition de l'industriel. Et puis tous les autres, toutes les autres lignes, ce sont des end-users, donc ce sont des utilisateurs finaux qui aimeraient voir ce produit fonctionner. Ok? Alors qu'est-ce que nous voulons faire dans le cadre de ce projet-là? On aimerait, comment dirais-je, étudier ou établir la cartographie d'une région dans le monde au niveau du potentiel solaire. On aimerait savoir sur quelle toiture, sur quelle maison, sur quel building on va installer des panneaux solaires. Les panneaux solaires ne sont pas quelque chose de... Donc pour installer un panneau solaire, je ne parle pas seulement du panneau solaire qu'on voit en ce moment, par exemple chez nous, pour juste faire de l'eau chaude. Non, il s'agit de panneaux solaires pour produire de l'énergie. Ok? Et donc là, ce sont des panneaux solaires qui sont à un coût d'acquisition et d'installation relativement cher. Donc on aimerait savoir quelles sont les toitures suffisamment ensoleillées pour qu'on puisse installer dessus des panneaux solaires. Pas seulement suffisamment ensoleillés, mais aussi, alors c'est quoi suffisamment ensoleillé? Il faut que l'orientation soit, on va dire, du sud-est. Il ne faut pas qu'il soit ombré par d'autres buildings qui sont à côté. Et puis il y a d'autres considérations. Donc c'est ça l'objectif. Vous allez me dire, alors, je prends l'exemple des SIG, les services industriels de Genève, qui sont un peu l'équivalent de la STEC chez nous. On peut comprendre qu'ils s'intéressent à cette problématique puisqu'ils aimeraient savoir quelles sont les toitures sur lesquelles on installerait ces panneaux solaires. Le deuxième partenaire ou utilisateur, c'est l'OCEN, l'Office cantonal de l'énergie. On peut aussi comprendre qu'ils s'intéressent à cette problématique. On ne comprend pas pourquoi le CERN, par exemple, le Centre européen de recherche atomique, s'intéresserait à cela. Alors, je vous expliquerai ceci tout à l'heure. Mais pour le moment, restons sur cette problématique. On aimerait dresser la cartographie, le potentiel solaire d'une région. Elle peut être une ville, une commune, un quartier,
même à l'échelle nationale d'un pays. Alors, ça se résume à quoi? On aimerait avoir quelque chose qui soit comme ça. Voilà, j'ai une carte, j'ai un plan de toute la ville, et puis vous pointez sur une toiture, et vous avez le nombre de kilowatts que vous pouvez dégager de cette toiture-là si jamais vous installez un panneau solaire. C'est un problème qui est très consommateur de temps processeur et de ressources processeurs, et donc on fait appel au cloud. C'est pour ça qu'il y a le Cloud Design Support System. Donc on aimerait avoir un système d'aide à la décision pour ce genre de problématique, et puis on se rend compte que nous avons besoin de beaucoup de ressources informatiques, raison pour laquelle on fait appel au cloud. Dans l'idée, c'est très simple. Trouver ou savoir si un point est suffisamment ensoleillé pour pouvoir installer dessus une toiture, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout d'abord l'emplacement du soleil à telle heure, tel jour, tel mois, telle année. Et ça, on l'a. Avec les progrès technologiques, on sait que le soleil, il est régulier, il est fidèle à ses mouvements. On sait que dans 15 minutes, il fera 16 heures. Nous sommes à Tunis, nous sommes le mois de mars, et on sait quelle est l'altitude et l'azimut, la position, bref, je ne rentre pas dans les détails, la position du soleil. Si je connais la position du soleil et que je connais aussi la ville, quels sont les bâtiments, quels sont les buildings, quel est leur niveau, leur hauteur, qui est proche de l'autre, avec cela, donc je vais étudier l'ombrage, ce qu'on appelle l'ombrage de la zone, et puis j'obtiendrai une vision pour Tunis. Nous sommes le 5 avril et nous serons à 16 heures dans 15 minutes. Voilà. Et alors je fais ceci pour pas seulement 16 heures, 17 heures, 18 heures, mais aussi 15 heures, 14 heures, etc. Et je fais aussi ceci pour le mois, pour demain, pour après-demain, pour le mois d'avril, mai, etc. Et puis j'aurai ce point-là, j'aurai une idée par rapport à l'ensoleillement de ce point-là. Et c'est comme ça que je pourrai savoir si c'est intéressant d'installer un panneau solaire ou pas. C'est un peu ça l'idée. Elle est très simple dans l'idée, mais c'est quand même, on verra que il y a de la complication là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il me faut comme input data? Il me faut donc la position du soleil. Dieu merci, je l'ai. Okay, la nature est parfaite. Il n'y a pas d'incertitude. Et puis il me faut ce qu'on appelle le modèle numérique de la ville pour laquelle j'aimerais avoir ce potentiel solaire. Et c'est là où ça devient un tout petit peu compliqué. Alors pour avoir le modèle de la ville, donc pour chaque bâtiment, son élévation, l'orientation aussi c'est important. Alors ici à Tunis on a des toitures qui sont horizontales, mais si vous allez vers le nord, vous allez trouver des toitures qui sont plus ou moins obliques, avec des pentes relativement différentes, et donc il faut avoir ces pentes-là et ces orientations. Et alors, il y a une technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, pas seulement faute de temps et parce que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais donc il y a des techniques qui permettent de récolter, d'avoir un modèle numérique 3D de la ville. Okay, grâce à des ondes qu'on envoie, qu'on appelle LIDAR. Je ne sais même pas pourquoi on l'appelle LIDAR. Donc moi j'utilise plutôt ces données-là. Donc nous avons nos deux entrées, qui sont le soleil et puis le modèle numérique qui est là. Et puis avec ça, on obtient ce qu'on appelle le Digital Surface Model, le DASM, et puis le Digital Terrain Model. Alors c'est quoi? C'est un peu ce qu'on appelle le modèle voisin, autrement dit, vous avez la hauteur, le niveau de tous les buildings, mais aussi vous avez le niveau ou l'élévation du relief. Parce que, bon, à Tunis par exemple, on n'a pas beaucoup de relief, à part Jbel Boughani qui peut un peu faire de l'ombrage sur Hammamet, on n'a pas d'autre chose. Mais si vous allez dans d'autres villes, surtout alors en Suisse, plein de montagnes, avec des villes et des villages qui sont plutôt en bas de la montagne, alors à ce moment-là, vous avez des ombrages, vous avez la montagne qui empêche l'ensoleillement de toute une ville. C'est le cas par exemple pour la ville de Genève.
Donc on tient en compte aussi non seulement du voisinage du bâtiment qui est à côté, mais aussi du voisinage du relief, des montagnes et des collines. Alors le principe il est simple. Vous avez un soleil dans le ciel, vous avez des bâtiments, et vous voulez tout simplement savoir si les bâtiments qui sont entre moi, le point, et puis le soleil, vont créer un ombrage ou pas. Vous avez que... Voilà. Tout est là-dedans. Si vous avez compris ce slide, vous pouvez déjà partir. Personne n'a compris. Ok, alors je continue. Juste un exemple pour vous donner une idée par rapport à ce que nous faisons. Donc là, vous avez l'ombrage d'une zone particulière, 300 mètres x 300 mètres, pour le mois de février, à 8 h du matin, à 2 h de l'après-midi, et puis à 5 h de l'après-midi. Donc vous prenez tous ces ombrages-là, pour toutes les heures, pour tous les jours, pour tous les mois, pour l'année. Alors le soleil, l'année prochaine, ici, au même endroit, il aura la même position. Ok? Donc on fait ça pour juste une année, annuelle. L'ombrage de toutes les années. Juste pour vous donner une idée de ce que nous devons avoir comme résultat. Et puis on fait ça aussi pour tous les mois, comme je l'avais dit. Donc là, vous avez, juste pour comparer, là c'est juillet, les mêmes heures, oui. Mais vous faites abstraction des conditions climatiques. On va y arriver. On va y arriver. On va peut-être pas y arriver, mais je répondrai à ça plus tard. J'essaie de... Oui, on prend en compte dans les modèles, tout à fait. Mais je fais simple pour aller vite. Le vol, hein. Le vol de tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est juillet et ça c'est février. Et vous voyez un peu la différence. Donc à 8 h du matin, à Genève, il fait pratiquement nuit à 8 h. Il fait pratiquement jour à 8 h en juillet. On retrouve un peu donc ce qui est naturel, ce qui est le bon sens en gros. Voilà. Il n'y a pas seulement que ça. Parce que le soleil n'est pas tout simplement une source lumineuse directe. Parce que là, ce que nous sommes en train de faire, c'est comme si on disait que le soleil, c'est juste un faisceau lumineux, et puis à part ça, il y a l'obscurité. Ce n'est pas vrai. Il y a le soleil, mais il y a aussi tout ce qui est... Alors, il y a le soleil, donc ce que j'avais expliqué, c'est la diffusion directe, mais vous avez aussi la diffusion indirecte et diffuse. L'irradiation, pardon. Ce n'est pas la diffusion, c'est l'irradiation. Vous avez l'irradiation directe, ce que vous recevez du soleil tout de suite, et puis ce que vous recevez dû à la réflexion, parce que vous avez un building avec des verres, etc. Donc vous avez l'irradiation diffuse, en plus de... Vous avez l'irradiation directe, diffuse et réfléchie. Ok? Alors comment prendre en considération tout cela lorsqu'on calcule l'ombrage? Parce que même lorsque le point est ombré, il est possible que la réflexion qui provient d'un building qui est à côté avec des verres va créer de la lumière et donc de l'énergie. Alors, tout ça, c'est difficile à expliquer, c'est compliqué, disons, à expliquer, mais juste pour vous donner une idée, on calcule pour chaque point de notre vie ce qu'on appelle le Sky View Factor. En gros, ce point-là, est-ce qu'il voit le ciel? Plus il voit le ciel, mieux c'est pour nous. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si vous construisez une maison ou un villa, on vous demande d'être à 4 mètres de vos voisins, c'est pour que vous ayez un Sky View Factor suffisamment important pour que vous soyez aéré et ensoleillé. Donc c'est quoi le Sky View Factor? C'est ça. Ici, vous avez quelque chose qui est égal à 1, autrement dit, vous êtes complètement ensoleillé, alors que là, vous êtes dans la rue, entre deux buildings de hauteur très importante, et donc quand même vous êtes embrayé. Okay? Et ce SVF, ce Sky View Factor, c'est une valeur entre 0 et 1. 1 pour dire que vous êtes vraiment dans la nature, vous êtes complètement ensoleillé, et puis 0, vous êtes vraiment couvert. Et alors on calcule ça aussi pour tous les points. Alors on le fait comment? Eh bien on utilise le même principe que tout à l'heure, l'ombrage, ce slide-là. Ceci. On l'utilise, mais cette fois-ci, plusieurs positions. Voilà. Donc, on représente le ciel par une sorte de coupole. On met des points sur cette coupole-là. Le coupole, donc, c'est la ciel.
La coupole, c'est le ciel. Et puis, on met des points dans cette coupole. Et puis, on calcule pour chacun de ces points-là l'ombrage. On considère que chaque point est un soleil. Et puis, on fait une moyenne. Et on obtient quelque chose qui est compris entre 0 et 1. C'est le SVF, c'est le Sky View Factor au niveau d'un point. Donc, si je résume un peu en simplifiant tout le traitement que nous devons faire. J'ai un point, je calcule son Sky View Factor pour savoir s'il est bien ensoleillé ou pas. Et puis, je calcule aussi son ombrage à telle heure, de tel jour, de tel mois de l'année. Et vous avez ce sorte de graphe avec le DASM, donc c'est le modèle urbain, c'est notre donnée d'entrée principale. Vous avez la position du soleil, vous calculez l'ombrage, vous calculez le Sky View Factor. Je vous rappelle que ce calcul de ce Sky View Factor, c'est l'ombrage effectué plusieurs fois. Et puis, vous avez l'évaluation de l'irradiation solaire. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, je donne juste le workflow de mon traitement. Et alors, je ne fais pas ceci seulement juste pour mon modèle DASM rapproché, je le fais aussi par rapport au relief. Souvenez-vous bien que j'avais aussi les montagnes que je devais prendre en considération. Donc, un point peut être ombragé soit par le bâtiment qui est à côté, soit par la montagne qui est aussi pas loin. Okay. Donc, je prends tout ceci, je fais la fusion, l'agrégation, et j'obtiens l'irradiation solaire au niveau d'une zone. Alors, je passe ceci. Le Sky View Factor, c'est en fait plusieurs choses. Oh. Donc ça, c'est le calcul qui était là. Hein. Le Sky View Factor, c'est plusieurs ombrages. Je ne rentre pas dans les détails. Et alors, on fait ça pour toute la ville, pour chaque point de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On subdivise la ville en plusieurs zones. Et pour chaque zone, on donne une instance ou une machine de notre cloud ou bien une machine de notre infrastructure. C'est là où intervient le cloud. Le calcul est très consommateur de temps processeur et c'est là où on utilise le cloud. Donc on distribue entre plusieurs machines. Alors qu'est-ce qu'on utilise? Qu'est-ce que nous sommes en train d'utiliser? Qu'est-ce que nous utiliserons dans l'avenir? On est en train de déployer sur Amazon. On déploie sur une plateforme que nous avons chez nous qui s'appelle Etia Cloud, qui est à base d'OpenStack. On déploie aussi sur Azure, qui est le cloud de Microsoft. Et puis, on utilise un outil qui s'appelle DeepCloud, qui permet de déployer sur toutes les infrastructures cloud avec le même code. Ça, c'est très important. Ceux qui étaient là hier pour l'OpenStack le savent déjà. Si vous utilisez l'un des grands problèmes du cloud, c'est que si vous utilisez une infrastructure, vous utilisez avec ses API et son environnement. Et si vous voulez passer d'une infrastructure à une autre, il va falloir tout réécrire. Donc vous êtes esclave de l'infrastructure que vous avez utilisée. Alors, il existe aujourd'hui des outils tels que LibCloud qui vous permettent d'écrire une seule fois et de déployer sur n'importe quelle infrastructure. LibCloud, la seule contrainte, c'est que vous devez écrire en Python votre programme. Alors, il y a d'autres outils comme JCloud ou d'autres qui vous permettent d'avoir cette portabilité entre les clouds. C'est ce que nous utilisons dans ce projet-là. Alors, ce schéma-là, il vous donne une idée par rapport au temps d'exécution, par rapport à une petite zone de 3 km x 3 km, qu'est-ce que ça nécessite de temps d'exécution? Une zone, 3 km x 3 km, ça prend 80 heures processeur pour calculer son ombrage. Alors ces 80 heures, il y en a 46 heures plus presque 20, juste pour tout ce qui est ombrage entre SVF et irradiation directe. Et puis le calcul d'irradiation, c'est ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qui est en vert? C'est juste 2h30. Alors ce schéma, c'est pour vous dire qu'est-ce que vous devez paralléliser, où est-ce que vous devez fournir, où est-ce
est-ce que nous devons fournir de l'effort pour faire les choses beaucoup plus rapidement. Donc clairement, nous sommes dans la partie jaune et la partie grise. C'est là où il va falloir être un peu créatif et accélérer les choses. Alors, ce graphe-là, ou cette figure-là, vous donne les temps d'exécution, axe des Y, et puis le nombre d'instances, axe des X. Ici, vous avez les temps d'exécution. C'est normal. Plus vous rajoutez des instances, plus vous rajoutez des machines, plus le temps est petit. Moins, le temps d'exécution décroît avec le nombre d'instances. Normal. Et puis là, vous avez le coût, ce que nous payons en dollars, US dollars, si on exécute. OK? Juste pour une zone, 3 km fois 3 km. Imaginez que vous devez multiplier ceci sur toute la ville ou bien sur tout le pays. Alors là, nous sommes en train d'utiliser Amazon. Alors que dit cette courbe? Elle nous dit qu'entre 4 instances et 8 instances, juste encore une fois pour une seule zone, eh bien vous payez presque la même chose. Vous êtes sur un plateau. Entre 4 et 8, vous payez exactement la même chose. Pourquoi? Parce que vous prenez des instances, beaucoup plus, ok, vous passez de 4 à 8, mais vous les prenez en moins de temps. Donc vous avez tout intérêt à aller jusqu'à 8. Et vous gagnez et vous ne perdez rien du tout. À partir de 8, vous avez intérêt à commencer à réfléchir. Est-ce que vous êtes riche et pressé? Est-ce que vous êtes pauvre ou pas pressé? Il ne faut surtout pas être pauvre et pas pressé. Ok? Parce qu'à partir de 8, il va falloir réfléchir. Est-ce que je mets plus d'argent pour aller plus vite ou je peux quand même attendre? Ok? Et de toute façon, on voit bien qu'à partir de 16 instances, à partir de 16 machines, ça ne sert peu à rien de paralléliser. Vous allez perdre beaucoup de choses, enfin, vous allez perdre beaucoup et pas gagner suffisamment. Ok? Le même graphique, je rajoute juste les coûts d'exécution sur Azure, celui d'Amazon. Le jaune qui est en haut, c'est Azure, et puis le bleu qui est en bas, c'est Amazon, et puis on voit bien qu'il y a une différence entre Amazon et Azure. Alors ne me dites pas pourquoi, je ne connais pas c'est ce que j'ai payé pour exécuter. Voilà. Donc 8 dollars pour Azure, moins que 3 dollars pour Amazon, et nous sommes en train de toujours parler d'une zone de 3 x 3 km. Ok? Alors, une autre représentation de la même chose, et là on voit en jaune les performances et en bleu le coût que vous payez. Sur Amazon, enfin, je ne rentre pas dans les détails, les instances qui sont tout en haut, ce sont les instances d'Azure, ceux qui sont au milieu, ce sont les instances d'Amazon, ceux qui sont en bas, là où il n'y a pas de bleu, ce sont les instances de OpenStack qui sont donc chez nous et donc qui sont gratuites, parce que vous ne voyez pas de bleu. Enfin, ils sont gratuits pour l'utilisateur, mais nous on paye. Ils ne le savent pas. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de ce projet, j'ai dit qu'on s'intéresse au soleil, j'ai dit qu'il y a les systèmes industriels de Genève qui sont un peu comme Bastet, et puis j'ai dit aussi qu'il y a l'Office de l'énergie qui s'intéresse aussi à ce projet. Et puis j'ai dit qu'il y a d'autres utilisateurs comme le CERN et puis d'autres, et puis on ne voyait pas pourquoi ils étaient dans ce projet-là. Alors ce sont des établissements ou des sociétés, des géomètres ou des topographes, un peu comme, comment dirais-je en français, Daftalkhan. C'est quoi en français? L'office foncier. Enfin bref, vous savez de quoi je parle. Donc, ce sont des gens qui aimeraient placer des repères au niveau de toute la ville. Donc ils s'intéressent, ils partent généralement avec un équipement GPS et puis ils commencent à faire leurs travaux. Qui dit GPS dit donc satellite. Et alors ils aimeraient savoir si demain, nous serons lundi 6 avril, à 14h, nous avons une équipe qui part à Haïl Razel, à tel endroit exact, mais c'est à 14h, pas à 15h30, il faut être précis. Est-ce
est-ce qu'il y aura une bonne qualité des satellites demain, 14 heures, Haïl Razela, telle rue, voire même tel numéro. S'il y a une bonne qualité de GPS, eh bien on y va avec l'équipement GPS. S'il n'y a pas s'il y a une mauvaise qualité, soit on diffère, soit on va avec un autre type d'équipement. Alors, un satellite, c'est quoi? C'est un soleil qui passe au-dessous de notre tête. Il a une position. Alors, la problématique de tout à l'heure, c'est exactement la même. Sauf que tout à l'heure, on avait un seul soleil, il était parfait, parce que Dieu est derrière. Alors que là, nous avons des satellites, on en a plusieurs, mais ils ne sont pas parfaits. Certains tombent en panne, d'autres dérapent un peu. Donc on a des problèmes avec leur position. On ne sait pas si... demain, je le saurai. Je saurai si j'aurai un ou plusieurs satellites juste au-dessus de ma tête. Pour après-demain, c'est encore possible. Pour la semaine prochaine, c'est plus possible. C'est une contrainte. Donc, on utilise exactement la même technologie pour résoudre un autre problème qui est celui de ce qu'on appelle la qualité du signal satellitaire dans un endroit particulier, tel jour, tel mois, pour telle année. Exactement la même chose. Sauf que c'est encore pire encore puisque nous avons plusieurs soleils. Donc, ce slide résume un peu la situation. Vous êtes à un endroit particulier et vous aimeriez avoir quel est le nombre de satellites qui sera au rendez-vous à telle heure. Et vous avez aussi la même chose au niveau ombrage. Voici un point qui est ombré, voici la zone qui est ombrée, qui ne peut pas être captée par le satellite, et puis voici la partie qui peut être captée par le satellite. Ok? Alors, tout à l'heure, j'avais parlé de cette histoire de SVF, du Sky View Factor. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, ici, puisque c'est juste ombrage ou pas ombrage. Il n'y a pas de diffusion de signal pour les satellites. Là, c'est une bonne position. J'ai des satellites, j'ai 4 satellites au-dessus de ma tête. Ils couvrent bien le soleil. C'est ce que je dois avoir. Là, c'est une mauvaise position. J'ai 4, mais qui sont très rapprochés, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour vous expliquer que le problème est le même, mais que le domaine d'application n'est pas le même. Alors voilà ce qu'on a. Enfin, en fait, le but, c'est que l'utilisateur, il a son poste client, on va dire ArcGIS, pour ceux qui savent un peu tout ce qui est système GIS, il sélectionne une zone, et puis il clique. Alors, là, par exemple, nous sommes le 5, nous sommes le 5, demain je vais envoyer une équipe quelque part, donc je donne l'horaire là où l'équipe va travailler, et puis pour cette constellation GPS, j'aurai des choses comme ça. Donc ça c'est le premier satellite, numéro 1, comme vous le voyez ici, c'est à 12 heures, il est vraiment au-dessus. C'est une bonne chose parce que tout est presque blanc, donc tout est presque ensoleillé, j'allais dire. Hein. Il y a peu d'ombre pour ce satellite. Et puis je saute 15 minutes plus tard. Il commence à dévier, il commence à s'éloigner ou aller plus bas. Donc l'ombrage je commence à avoir de l'ombrage. Vous voyez? Et puis là, je passe à un autre satellite qui vient juste d'arriver. Il est très ombré, mais il vient juste d'arriver. Il s'approche, plus il s'approche de moi, plus il couvre la zone. Ok? Alors on fait des statistiques pour avoir, j'aimerais avoir un certain nombre de satellites. Enfin bref, il y a beaucoup de paramètres. Je ne rentre pas dans les détails faute de temps. Là, c'est le nombre de satellites qui sont visibles. Tout ce qui est rouge, c'est inférieur à 4. Tout ce qui est vert, c'est supérieur ou égal à 6 satellites. Entre les deux, c'est de l'orangé, etc. Voilà. Juste pour résumer, donc ce que nous avons ici, c'est un système à base de cloud qui résout 2 applications, je ne dirais pas 2 applications, mais qui
qui répond à un besoin concret de deux types d'utilisateurs, ceux qui s'intéressent au soleil et au potentiel solaire et aux panneaux solaires, et puis ceux qui s'intéressent à la qualité de signaux satellitaires. Nous avons le même on va dire, le même moteur pour résoudre qui est utilisé par deux applications complètement différentes pour deux marchés complètement différents. Donc c'est l'exemple d'un projet avec un besoin réel, concret, pour deux marchés différents. Merci pour votre attention. Parce que, effectivement, bon. Ça va toucher votre solution. Oui, mais bon. Oui, c'est vrai que j'ai parlé du modèle 3D. Le modèle 3D est très cher à obtenir. Et quand même, on suppose que les gens sont disciplinés. Il n'y a pas de construction illégale. Donc, notre modèle 3D reste valable pendant un certain nombre de temps et qu'après 3 ou 4 ans, il va falloir faire un autre modèle 3D. Toujours est-il que là, vous êtes en train de toucher à quelque chose de très important pour ce projet-là. S'il passe, enfin, il est en train de réussir ce projet. Et la deuxième étape, c'est de dire, avant de bâtir un bâtiment, on va faire une simulation. On va le placer là où il est. On aura un 3D virtuel et puis on fait une analyse pour voir est-ce que ça va influer sur les bâtiments déjà existants à côté, quelle serait la quantité d'énergie qui va pouvoir nous produire ce nouveau bâtiment, etc. Mais surtout pas de la construction illégale. Et puis la deuxième partie aussi, si je peux continuer quand même, là on s'est intéressé aux toitures. C'est important, ça serait beaucoup plus important pour des pays tels que la Tunisie, par exemple, de raisonner sur les toitures, parce qu'en général, le soleil il est au-dessus. Plus on va au nord, je prends la Suisse puisque j'y suis, plus le soleil tape plus sur les façades que sur la toiture. Et donc, on est en train de faire la même analyse sur les façades. Comment installer des panneaux solaires sur les façades. Et ça, c'est un autre... OpenStack, il y a HP Cloud qui est un cloud public qui est fait avec OpenStack. Bon, on est quand même des universitaires, des chercheurs, et on essaie d'apprendre des choses, de comprendre. Et c'est d'ailleurs la raison comme ça que nous avons appris avec les mesures que je viens de montrer que Azure aujourd'hui il est plus cher. Alors vous allez me dire, peut-être que vous avez pris des instances qui sont plus robustes, donc plus chères chez Azure par rapport à Amazon. Notre critère était très simple, je prends la plus petite instance qui contient suffisamment de ressources pour résoudre mon problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai pris la plus petite chez Azure qui puisse déployer, qui puisse exécuter mon application, et j'ai pris aussi la plus petite instance chez
OpenStack. Je pense que OpenStack aujourd'hui c'est un standard avec CloudStack, il ne faut pas oublier CloudStack. Alors OpenStack c'est un standard, et puis il y a beaucoup d'architecture cloud publique à base de l'OpenStack. Parce qu'on veut être le plus autonome, le plus indépendant possible. On aimerait un de ces jours avoir un programme et puis décider sur quelle plateforme en fonction du coût qu'on va payer. C'est tout. Vous avez parlé de cloud. LibCloud, oui. Oui. J'ai compris que quelle que soit la solution cloud utilisée, Oui. vous pouvez utiliser LibCloud pour on peut dire, standardiser, faire la standardisation de cette solution. Non, pas la standardisation. Vous êtes très jeune. Moi, je suis moins jeune que vous. Dans le temps, par exemple, en programmant en C, puis c'était du C pour Windows. Ensuite, si on voulait passer sur Unix, il n'y avait pas de Linux. Il fallait réécrire quelques bouts. Tout n'était pas portable. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose. On aimerait avoir un programme qui soit portable sur Amazon, sur Azure, sur OpenStack, sur CloudStack, sur OpenNebula, etc. Et il y a des standards. Vous pouvez faire une petite recherche sur Google, ça va. Vous faites multi-cloud on infrastructure as a service, vous allez avoir. Alors, LibCloud, c'est quoi? C'est une bibliothèque. Si vous restez tout à l'heure, on va peut-être vous montrer ceci. LibCloud, c'est une bibliothèque, c'est une API qui peut supporter, vous allez écrire une fois et déployer plusieurs fois. C'est la portabilité. Donc, elle nous assure juste cette portabilité. Nous l'avons utilisée, donc nous avons notre application qui tourne. Et puis le jour où, par exemple, Amazon ou Azure décide d'avoir des instances moins chères, eh bien, on va déployer sur Azure et on n'aura pas à réécrire toute l'application. OK? Bon, merci à vous.